On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Amis cyclistes, il va falloir faire un petit effort aujourd'hui. Posez vos écrans, vos GPS connectés, vos capteurs puissance et redécouvrir un objet en voie de disparition. Le livre. Oui, ce truc en papier un peu lourd, plein de pages qu'on tourne avec de la bave, qu'on colle sur son doigt, sans batterie à recharger ni algorithme pour vous dire quoi penser. Et pour ça, nous avons aujourd'hui un invité de choix, le directeur éditorial du pôle pratique des éditions Glénat. L'homme qui transforme des idées en beaux bouquins, qu'il parle de voyage à vélo, de mécanique ou d'épopées cyclistes légendaires. Quels sont les livres incontournables pour les passionnés de vélo? Quel trésor renferme la collection vélo de Glénat? Alors, entre deux coms sur Strava, nous allons feuilleter ensemble. J'accueille Jean-Paul Rousselet. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Michael. Merci de nous recevoir ici dans le couvent Sainte-Cécile aux éditions Glénat, pardon. Ouais, merci à vous. Ouais. Je serai accompagné par mon binôme, Alexandre Bérard. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Donc Alex nous parlera en fin d'émission de deux livres qui ne sont pas aux éditions Glénat, mais de deux livres dont il a trouvé que le détour valait le coup. Voilà, on en parlera à la fin. Jean-Paul, donc déjà on va remercier Aurore Belluard et Jean-Paul aussi de nous accueillir ici dans ce magnifique couvent Sainte-Cécile. On était déjà venus. On invite les auditeurs à venir découvrir. Il y a plein de choses à voir. On est en plein milieu d'une splendide bibliothèque installée dans le couvent. Jean-Paul, c'est quoi être directeur éditorial du pôle pratique chez Glénat? D'une manière générale, être directeur éditorial, déjà, c'est être curieux. Être curieux de ce qui nous entoure, des pratiques, des attendus, des tendances, des envies, des souhaits, et après trouver les moyens, en tout cas penser aux bons projets qui peuvent répondre justement à ces besoins, puisque là on est sur du pratique, hein, on n'est pas sur de la création, on n'est pas sur de la littérature, hein, les besoins des lecteurs, on essaye nous de les identifier. Et là, on parle vraiment de besoins. Et à partir de là, on réfléchit à des projets déjà dans son coin. Puis après, on va chercher des auteurs. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Glénat, c'est un catalogue énorme et très très vaste. On est à Grenoble, donc bien évidemment, il y a une partie montagne, mais pas que. Juste à côté de nous, il y a du manga, il y a toutes ces choses-là. C'est assez énorme. Alors oui, bien sûr, la maison, l'ensemble des catalogues Glénat est énorme. On est 7e ou 8e, ça change parfois en termes de classement. Bon, peu importe. Maison d'édition française, première maison d'édition indépendante, hein, quand même, il faut le souligner. Et avec son siège ici, à Grenoble, où on a toute une partie de l'équipe aussi qui est à Boulogne. Hein. Mais là, le siège est ici, il est alpin, il est ancré en région. Et nous, on est bien contents d'y être, bien sûr. Et c'est là que naissent l'essentiel des projets outdoor de la maison. Voilà. Parmi les titres un peu connus qu'on fait le buzz ces derniers temps, il y a notamment Paul Watson que vous avez édité. Oui, bien sûr, Paul Watson, parce qu'il a été tristement et heureusement avec une issue plus sympathique quand même dans l'actualité. Oui, ça va de grands personnages hein, que peuvent être Paul Watson, que peuvent être Messner aussi, dans un autre univers qu'est l'univers de la montagne. Mais notre catalogue aussi ouvre la parole et l'écrit et l'image à plein d'autres auteurs, créateurs. Et voilà, on en est très contents et très fiers. Ouais. Comment vous sélectionnez qui sondent ces auteurs? Comment on détecte un auteur? Il y a différentes sources, et ça c'est valable pour tout type de projet d'édition, je dirais. Les auteurs parfois viennent à nous, avec des projets, tout simplement. Classiquement, hein, c'est ce qui est dans l'inconscient collectif de dire voilà, je suis auteur, je viens, je dépose mon manuscrit en espérant être publié. Donc ça existe. Après, c'est vrai que dans le cadre d'un catalogue pratique et d'un développement vraiment de gamme, de collection en fait, à destination de pratiquants, là, c'est quand même plus souvent nous qui sommes à l'origine de la création des concepts des collections. Et après, on va chercher des auteurs. Alors les auteurs, c'est en général des professionnels, quand il s'agit par exemple de randonnée, d'alpinisme, etc. Là, on s'adresse majoritairement à des accompagnateurs en moyenne montagne, à des guides, vraiment des gens de terrain.
et des gens du cru, des gens vraiment qui connaissent leur territoire, qui l'arpentent de long en large, en travers, etc., seuls avec des clients, avec différents types de partenaires en fait sur l'itinéraire. Donc ça, quand même, oui, grande part accordée aux professionnels, on va dire. Sur le vélo, mais on va avoir le temps d'en reparler encore après, sur le voyage à vélo, là on a une approche où on travaille aussi avec des professionnels, mais qui sont plutôt des professionnels du tourisme, puisque l'idée c'est d'être curieux de ce qui nous entoure et de proposer des itinéraires qui offrent vraiment de belles découvertes en douceur. On va le voir un peu plus loin, on est sur un positionnement qui est vraiment du voyage doux, et on n'est pas sur du sportif, etc. Voilà. Jean-Paul, vous en avez parlé, mais donc vous avez dit que c'était vous qui sourciez quand vous avez une édition à créer. Combien de temps il faut en termes de processus, de temps de développement? C'est-à-dire que du moment où germe l'idée jusqu'à la parution finale? Très sincèrement, à moins de 18 mois, c'est impossible. Moi, ou en tout cas, c'est très tendu. En général, oui, c'est 18 à 24 mois entre le moment où l'idée commence à germer et après où on arrive à la concrétiser, à la définir plus précisément, ou après on va chercher des auteurs, puis après, il y a le temps terrain. C'est-à-dire que tous nos itinéraires sont reconnus, parfois 2 fois plutôt qu'une, par nos auteurs, reconnus, vérifiés, validés, photographiés. Voilà. Donc ça nécessite quand même du temps sur le terrain. Sur le vélo, pour parler de ce qui nous intéresse, est-ce qu'il y a des challenges spécifiques? C'est-à-dire que vous avez parlé de reconnaissance, d'itinéraires qui peuvent malheureusement, en montagne ici, il peut y avoir un éboulement qui fait que l'itinéraire il est définitivement fermé, momentanément fermé. Il y a d'autres challenges spécifiques à la création de livres sur le vélo? Alors sur le vélo, nous on est sur un positionnement qui est vraiment un positionnement tourisme et doux. On n'est pas sur du cyclosportif, on est sur du voyage, puisqu'on va parler majoritairement de ça aujourd'hui ensemble. On est sur du voyage pour tout public. On a, nous, un positionnement qui tient compte du fait que depuis quelques années, on a développé pardon, c'est pas nous qui l'avons développé, mais le vélo à assistance électrique s'est développé. Aujourd'hui, au début, c'était uniquement pour du vélo taf, en fait, et puis aujourd'hui, c'est pour du voyage. Et donc, partant de ce constat-là, on s'est dit, mais maintenant, avec le vélo à assistance électrique, tous les territoires nous sont ouverts. Et c'est pour ça qu'on a des voyages à vélo dans les Alpes, on a des voyages à vélo en Auvergne, on a des voyages à vélo dans des zones vraiment escarpées, parce que le vélo à assistance électrique l'autorise et le permet, quoi. Est-ce que sur ces guides, vous collaborez avec des territoires, des institutions, voire même des marques commerciales, tout simplement? Alors, avec des territoires, oui, ça peut arriver, notamment sur la route des Grandes Alpes, par exemple, où là, bien sûr, on est transversaux en termes de territoire, hein, puisqu'on est sur 2 régions déjà, Rhône-Alpes et PACA, et puis en collaboration, là, avec Grandes Itinérances, hein, grandesitinérances.com, qui gère ces itinéraires, parce qu'on en a plusieurs maintenant sur la route des Grandes Alpes, mais ça peut être aussi, comme on l'a fait sur la Vélocénie, par exemple, entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Quels sont les... Alors, on ne va pas tous les présenter, mais juste pour faire un petit listing de ce qu'on pourrait trouver chez Glénat, orienté vélo. Vous avez dit, il y a principalement du bikepacking, de la promenade, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore ? Alors, on peut avoir des ouvrages en fait qui vont s'intéresser à des zooms sur des activités. Par exemple, on est en préparation et il sort dans quelques semaines maintenant un ouvrage consacré au gravel, hein, qui est maintenant installé depuis une bonne dizaine d'années, mais entre le moment où un projet, ou une activité, une pratique émerge, et le moment où on peut avoir des éditions de livres, il y a toujours un temps à laisser passer pour venir avec des ouvrages qui sont mûrs en fait sur des sujets. Donc là, on est sur un ouvrage qui se veut à la fois pratique, qui va donner toutes les clés pour bien s'équiper, qui va bien donner une autre idée de ce qu'est le vélo. C'est le sous-titre d'ailleurs de ce titre, Gravel et Bikepacking, une autre idée du vélo, parce que aujourd'hui, c'est un type de matériel et une pratique en fait qui est la plus large possible et qui est offerte au plus grand nombre. Alors bien sûr, il y a des gens qui font de l'ultra, etc., des choses de fou furieux, hein, mais pas que. On peut faire du gravel doux aussi, ça existe. Voilà.
quels sont les livres que vous nous avez amenés et dont vous souhaitez un petit peu nous parler et mettre en avant? Puisqu'on on en parle principalement aujourd'hui, là on a notre collection des voyages à vélo et vélo électrique. Et donc là, on a une quinzaine de titres à ce jour, et puis ça continue, hein, la collection s'enrichit chaque année d'un ou deux ou trois titres supplémentaires. Pour les gens qui nous écoutent, ils sont facilement reconnaissables, puisqu'on les appelle les fameux livres jaunes. Donc c'est un petit format A5, que je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu plus étroit et haut, en fait. C'est un 118-220, très exactement. C'est relié avec des spirales, hein, c'est ça? Oui, c'est relié avec du wire rose qui permet facilement d'ouvrir l'ouvrage, de le mettre sur son porte-guidon, en fait, dans la sacoche qui permet de protéger l'ouvrage, je vais y arriver. Voilà, donc ce sont des formats vraiment en plus, c'est un papier glacé qui résiste à minima à quelques petites éclaboussures d'eau s'il y a Oui, on est... Bon, alors, d'une manière générale, on tient, nous, à la qualité du produit fini aussi, dans la maison. Et bien évidemment, également sur du pratique comme ça, qui est feuilleté, qui est manipulé, etc. Il faut que ça tienne dans la durée, quand même. Okay. Hein, pas uniquement le temps d'un voyage. Ok. Et ça représente combien d'éditions, justement, ces livres jaunes? Alors, ces livres jaunes, aujourd'hui, on est au 15e volume. Le positionnement de ces livres-là, c'est vraiment, donc c'est ce qu'on a dit, c'est doux. On est sur des territoires, on va le voir, qui sont assez délimités. Par exemple, les Alpes du Nord, le Vercors. Bon, on a parlé de la route des Grandes Alpes, des choses comme ça avant. On a par territoire, en fait, 8, 10, 12 voyages qui représentent en cumulé à peu près 2000-2500 km, mais qui sont des voyages calés sur des temps de journaliers courts. C'est du 40, 50 km, on laisse du temps à la découverte, on roule tranquille, on s'adresse, pas que, mais les familles sont bien entendu une des cibles de cette collection. Et après, chacun peut, si on veut faire plus d'étapes en une même journée, si on veut faire 80 km ou 120, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais en tout cas, nous, c'est positionné pour des ouvrages de découverte, tourisme doux, bien sûr, aujourd'hui, éco-responsable, etc. On est dans cette démarche-là, qui est profondément ancrée dans notre catalogue pratique. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur comme type d'information? Bien sûr, un cheminement, c'est la moindre des choses, sachant que ce cheminement, de toute façon, il est complété par la trace GPS. Aujourd'hui, c'est difficile pour ce genre d'activité de ne pas fournir la trace GPS au format GPX là, pour tous les pratiquants. À l'aide d'un QR code, c'est ça? Il y a un QR code qui permet de télécharger la trace, et puis après, on l'utilise sur l'appli de son choix. Hein. Et après, il y a Donc, il y a un petit peu d'illustration? De l'illustration, de la photo, c'est bien photographié. On a également une cartographie, même si on a la trace GPS, on a quand même une cartographie qui est là, qui permet de suivre et de voir où on va passer, ne serait-ce que quand on prépare son itinéraire. Voilà. Petite cartographie sur OpenStreetMap, mais bon, peu importe, ça reste un niveau de précision qui, pour le vélo de route, hein, puisqu'il est majoritairement question de route, là, est largement suffisant. Et puis, bien entendu, puisqu'il est question de découverte, tous les contenus de découverte. C'est-à-dire qu'au fil du cheminement, là on va découvrir telle jolie petite chapelle perdue, là telle cité médiévale, là tel parc, pourquoi pas il y a un parc de loisirs, et c'est bien sympa ça quand on est avec des enfants de savoir qu'on va pouvoir se poser, qu'à la limite il y a des balançoires, etc. Voilà, c'est intéressant aussi. Voilà, c'est vraiment du voyage douceur pour tous. Il y a des conseils sur tout ce qui est label vélo, c'est-à-dire hébergement, restauration? Oui, alors il y a pour chacune des étapes de chacun des itinéraires, il y a une sélection d'hébergements. Sur la restauration, bon, on l'a aussi, mais aujourd'hui, au niveau de la restauration, c'est quand même très volatile. Et puis là, on sait que majoritairement, les gens sont sur TripAdvisor ou autre. Hein. Bon. En revanche, les adresses de loueurs, de réparateurs, ça, c'est important de les avoir. Tous les hébergements, je l'ai dit. Et puis, quand il y a des spécificités accueil vélo, on a le petit pictogramme accueil vélo sur ces hébergements-là. Donc là, il y a 4 bouquins que vous avez amenés sur cette collection jaune, dont on voulait un petit peu faire un petit focus dessus, puisque il y a notamment les plus beaux cols du coin. Un petit peu, on est à Grenoble, donc forcément à parler des Alpes un petit peu. On a les Alpes du Nord, alors c'était une gageure les Alpes du Nord parce que c'est montagneux, hein, ça on l'a compris, et ce qui n'est pas évident c'est que le nombre de routes est beaucoup plus limité que dans d'autres territoires. Parfois quand on remonte une vallée il y a
une route, il y en a pas 15. Voilà. Et donc ça, c'était un petit peu compliqué à définir. Et là, le travail des auteurs a été vraiment fin et plutôt pertinent, bien sûr. C'était de trouver des itinéraires où en termes de fréquentation automobile, il y a le moins possible de fréquentation, quoi. Il y a d'autres territoires, c'est plus facile. Puis il y a d'autres territoires où il y a qui sont maillés par des voies vertes, des véloroutes, etc. Dans les Alpes du Nord, on n'en a pas tant que ça. On n'en a pas tant que ça. Le problème qu'on a, c'est que du 15 juillet au 15 août, souvent les plus gros cols sont très très fréquentés. Moto, voiture, camping-car, tout le monde veut venir découvrir ces lieux. Donc le fait d'avoir des petites astuces sur des routes parallèles, c'est pas mal, mais je crois que la route des Grandes Alpes, alors on a interviewé Lionel Terrail il y a une semaine depuis la parution de ce podcast, vous pourrez l'entendre, et Lionel nous dit aussi que lui s'amuse à faire des petits itinéraires qui sont des fois à quelques centaines de mètres de la route principale, mais exprès justement pour sortir des circuits principaux. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on a demandé, nous, à nos auteurs sur Alpes du Nord. Bon, Route des Grandes Alpes avec Lionel, effectivement. Et dans la version gravel aussi, là, qui maintenant existe. Oui, il faut aller chercher les chemins de traverse et éviter ces grands cols en haute saison. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a d'autres propositions. On est aussi sur, même si je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même des véloroutes. Il y a quand même des très belles choses. Il y a la V63 quand même qui permet d'aller d'Annecy à Valence. Et pour ceux qui veulent après se greffer sur la Via Rona, pourquoi pas, ils se greffent sur la Via Rona. Donc il y a des itinéraires comme ça. Et puis il y a des massifs qui sont moins fréquentés que d'autres aussi. Quand on va dans certains coins, dans le Chablais ou même dans les Bauges, etc., c'est pas la surfréquentation. C'est pas le Galibier en saison, quoi. Donc Alpes du Nord, route des Grandes Alpes. Route des Grandes Alpes. Aussi. On a alors sur Rhône-Alpes, on a un titre qui est spécifique, bien entendu. C'était incontournable. On n'avait pas le droit de ne pas l'avoir. C'était un des premiers titres qui est paru dans la collection. On a sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes, on a un titre sur l'Auvergne, où là toute la chaîne des puits, etc. sont dans des terrains magnifiques. On a un très beau titre aussi sur la Drôme-Ardèche, où là c'est bien parce là on est sur des préalpes en partie, sur la partie drômoise, et où on a plein de petites routes, là en termes de fréquentation, on est tranquille, quoi. On est vraiment, c'est chouette quand on est en forêt dessous, des coins comme ça, quoi. Franchement, il y a de quoi faire. Et puis un titre aussi, parce qu'on s'est dit, peut-être qu'ils aiment bien aussi partir directement de chez eux, un titre vraiment spécifiquement pour les Lyonnais, on va dire, donc autour de Lyon. Et là, on peut partir à vélo Lyon et s'évader, partir 3 jours, 4 jours, 2 jours, etc. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, on est sur des formats courts aussi, sur cette collection-là. C'est-à-dire que on part du principe, et je suis parti du principe à l'origine de cette collection, qu'on allait se caler sur du court séjour. Que maxi, en fait, ça occupe une semaine compte tenu de l'accès éventuellement au point de départ et du retour du point d'arrivée. Et donc on est sur des formats 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Voilà. Et ça nous semble être très 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 adapté aux pratiques d'aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de gens qui aiment bien comme ça partir sur des petites périodes. Alors justement, transition toute trouvée pour parler des évolutions, des attentes justement des cyclistes. Aujourd'hui avec YouTube, avec Strava, avec Comeout, avec tout plein de choses, nouveaux médias, il y a encore visiblement un intérêt certain pour le livre d'aventure, mais aussi pour le guide. Quelle est la tendance? Qu'est-ce que vous observez, vous, en tant que maison d'édition? Alors, ce qu'on observe, c'est une montée, bien entendu, en puissance d'Internet, des applis, etc. Ça, c'est sûr. Ce qu'on se dit, et ce qui est bien, c'est que ça amène plein de nouveaux entrants aussi dans les pratiques. Donc, on se dit que, ça peut être intéressant dans le cadre de développement de produits d'édition. Ce qu'on se dit aussi, c'est que toute cette offre Internet, qu'elle soit, d'ailleurs pas que sur le vélo, c'est vrai aussi pour la randonnée, globalement ça se limite à des dizaines, voire des centaines d'itinéraires avec des traces GPS. Voilà. Il n'y a pas de plus-value. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est nous, la pratique à outdoor, quelle qu'elle soit à pied, à vélo, à ski, à roller, à ce que vous voulez. L'idée, c'est que c'est avant tout un prétexte pour découvrir,
Bon, après aussi un prétexte pour être entre amis, pour être en famille, etc. Mais c'est d'abord un support à la découverte et de dire qu'une activité se limite à une trace GPS, c'est d'une tristesse infinie. Voilà. Donc nous on pense on veut défendre ça et on veut défendre cette découverte, ce plaisir d'aller sur les chemins, d'aller sur les routes, de s'arrêter là dans un joli petit village, de profiter de la place du village, d'aller entrer dans la petite église, etc. Voilà, c'est ça qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un positionnement qui est tout public. Et pas uniquement pour l'hyper sportif qui, bon, après, à la limite, autant faire des tours de stade, quoi. Voilà. Quels sont les types de livres qui rencontrent le plus de succès dans le milieu du vélo, hein? Est-ce que c'est le voyage, la technique, alors la performance, vous l'avez dit, mais c'est à part, l'histoire, les biographies? Quel type, chez Glénat en tout cas, de livre marche le mieux sur le vélo? Nous, bien sûr, on a le voyage à vélo, hein, qui fonctionne bien parce qu'on pense qu'il répond à un besoin et qui répond à un besoin différent de ce qui peut être proposé par ailleurs. Après, là, moi, j'ai pas suffisamment aujourd'hui de recul. J'aurais pu vous parler de choses il y a 20 ans en arrière, mais ça n'a plus aucun intérêt. Je sais pas aujourd'hui, par exemple, en termes de littérature autour du cyclisme, etc., si ça fonctionne vraiment bien. On voit quand même pas énormément de publications. Après, on voit que de temps en temps, il y a des offres grand public, livres d'inspiration. Vous allez en parler tout à l'heure là d'un ouvrage de nos confrères de chez Ouest France, par exemple. Mais oui, là, il y a un public. Il y a un public, en tout cas, il y a un lectorat pour ce type d'ouvrage qui est, oui, ouvrage d'inspiration, soit à l'échelle France, soit à l'échelle Europe, soit à l'échelle monde, etc. On fait rêver, on donne envie, et c'est tant mieux. C'est aussi à ça que servent les livres, hein, à véhiculer du rêve. Ça, on le voit parce que ça, on peut recueillir les chiffres. Ce sont des titres qui fonctionnent plutôt pas mal. Sur le pur technique, c'est compliqué le vélo. Parce qu'il y a énormément de sources d'infos, ça bouge à une vitesse grand V. Les cyclistes, quand on parle vraiment de cyclistes, ils sont très friands des dernières technologies, des derniers matériels, etc. Et du coup, c'est difficile d'être nous dans cette actualité-là au niveau du livre. Nos confrères des magazines peuvent le faire, et bien entendu de tous les médias autres, mais dans le livre, c'est compliqué parce qu'il faut poser les choses à un instant T. Mais sur l'activité vélo, il n'existe jamais un instant T. Il n'arrête pas de s'enrichir. Voilà. Vous en avez parlé tout à l'heure, donc on retrouve les traces GPX. Cette liaison bouquin QR code où ça envoie vers des vidéos, vers des traces GPX, c'est monnaie courante désormais, c'est-à-dire que sur ces guides, c'est quelque chose qui fonctionne bien? Oui. Alors moi, je suis depuis le début, je dirais, je suis vraiment un fervent défenseur de la complémentarité entre le papier et le numérique, on va dire au sens large, le numérique. Et aujourd'hui, effectivement, le fait qu'on puisse avoir les traces GPX, mais même les modes d'emploi, par exemple, là, dans notre collection de voyage à vélo, maintenant les modes d'emploi, tous les bons conseils donnés par l'auteur, etc., ça renvoie, c'est un QR code qui renvoie sur des conseils de l'auteur, etc. Sur le gravel, là, apparaître, gravel et bikepacking, là, de Richard Delhomme, apparaître en avril, là, l'auteur a carrément fait ses tutos vidéo, parce qu'il tient son blog, etc. Il enrichit, je ne sais plus combien il a de tutos sur il a des dizaines et des dizaines de tutos. Donc voilà, donc on renvoie, bien sûr. Ouais. Jean-Paul, juste nous donner, est-ce que c'est un prix fixe, ce petit guide jaune? C'est-à-dire que c'est le même prix à chaque fois ou il y a des fois des formats des contenus plus denses, c'est plus de travail, des prix qui changent? Il peut y avoir parfois une petite variation sur les contenus, mais aujourd'hui ils sont tous au même prix. Ils sont à 17,90 €, voilà, pour l'équivalent d'une quarantaine de jours minimum de voyage. Ça fait pas cher la journée, quoi. On peut acheter les bouquins sur un site internet spécifique? Non, pas de site internet spécifique. Nous, on n'est pas marchand de livres. Il y a des gens qui font ça très bien, que ce soit le libraire, bien sûr, déjà, en premier chef, et puis, bien entendu, tous les .com. On va plutôt privilégier nos amis de la FNAC, voilà. Mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Voilà. Quel est votre prochain
Là, il y a cette parution Gravel, mais est-ce qu'il y a un projet qui vous trotte dans la tête? Vous pratiquez le vélo vous-même, Jean-Paul? Oui. Je pratique. Alors bon, je fais un petit peu de vélo, un tout petit peu sportif quand j'ai encore un petit peu l'énergie pour. Mais sinon, oui, je pratique. Je me balade avec mes petits-enfants maintenant depuis quelques temps. Voilà. Bon, je suis aussi l'auteur. C'est anecdotique, mais je suis l'auteur d'un guide de balade à vélo autour de Grenoble. Balade à vélo autour de Grenoble. Aux éditions Glénat. Oui, bien évidemment, quand même. Est-ce qu'il y a un autre projet en collaboration avec des auteurs qui vous trotte dans la tête? C'est-à-dire qu'après ce livre Gravel, il y a quelque chose déjà qui commence à germer? Alors, il y a des choses dont je ne vais pas parler. Voilà, parce que je ne veux pas qu'on se fasse prendre l'idée. Bien sûr, on complète la collection de voyages à vélo. Non, il y a des choses qui vont se faire, notamment, on en a pas mal parlé avec Richard Delhomme, là, notre auteur du Gravel. Bon, il y a sans doute des... Donc, il y a une tendance caillou qui se dessine. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire. Merci pour ça. Merci. On passe à Alex. Comme Jean-Paul l'a souligné, livre d'inspiration, voilà, livre de voyage. Alors le premier, c'est édité chez Ouest France, c'est Monica Manetti et c'est Parcourir l'Europe à vélo. Et comme son nom l'indique, c'est un livre qui va vous emmener en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne, en Finlande, en Norvège, en France aussi bien sûr. Alors livre pour quelques jours à des voyages plus longs. Vous pouvez par exemple faire la Via Francigena en Italie, qui est un peu l'équivalent des chemins de Compostelle. Vous partirez du col Saint-Bernard, vous irez jusqu'à Rome. Donc voilà, ça fait partie des voyages fabuleux, comme celui, on est tombé dessus, Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc très beau livre avec beaucoup d'éléments, de détails aussi pour faire des visites culturelles. Ce que vous disiez, qui est important aussi, c'est pas du voyage que sportif où on va aller très très vite, à faire en famille, entre amis, voilà. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur qui peut vous permettre de vous évader à travers toute l'Europe. Son tarif, Alex? 25 €. Et le deuxième? Ce livre-là, c'est un vrai coup de cœur, d'abord parce que j'adore la Suisse, voilà. Mais pour ses massifs, pour tout ce qui est, voilà... et donc c'est un très beau livre qui s'appelle Le Valais à vélo, qui a été réalisé par Nicolas Richaud, qui est aussi photographe, qui a fait un autre livre juste avant qui faisait 500 pages, qui s'appelle Les Alpes à vélo. J'ai vu qu'il avait été réédité, et celui-ci c'est celui sur le Valais. Alors c'est un travail colossal, parce que il y a même une vidéo sur YouTube, si vous cherchez, vous allez le voir, qui montre comment ils ont fait ce livre, et en fait il est parti avec des groupes d'amis, et on le voit monter, descendre avec son appareil photo, avec un véritable appareil photo. C'est juste incroyable au niveau de la réalisation. C'est vraiment un travail... voilà, il y a des photos exceptionnelles qu'on peut voir. Il y a 31 itinéraires pour ceux qui rêvent d'aller grimper en Suisse, que ce soit le col de la Fourca, le Simplon, le Saint-Bernard. Au total, il y a 2300 km d'itinéraire pour 75 000 mètres de dénivelé positif. Donc autant vous dire que si vous avez décidé de faire tous les parcours, vous en avez pour un moment. Et j'ai noté, donc les parcours sont variés. Ça va de 30 km avec 1000 mètres de dénivelé jusqu'à 150 km pour 4800 mètres de dénivelé. Donc voilà, il faut un certain niveau. On peut le faire aussi à électrique, comme vous l'avez souligné, les deux pratiques. Mais voilà, un très très beau livre, 250 pages avec des photos qui sont juste exceptionnelles. Et là, on a pour chaque itinéraire, on a une trace GPX qu'on peut récupérer. C'est super bien foutu, ça vous envoie sur Strava. On voit tout, c'est vraiment... voilà. Ça, c'est mon coup de cœur. Et donc, c'est aux éditions Slatkin. Et c'est un livre qui coûte 65 €. Merci beaucoup, Alex. Merci à vous, voilà. Jean-Paul, donc on attend avec impatience cette parution en avril, pour ce livre Gravel. Oui. En tout cas, merci pour l'accueil ici dans le couvent Sainte-Cécile, et à très bientôt. À très bientôt. Alex, à bientôt. À bientôt, bonne journée à vous. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Abonnez-vous à vos plateformes de diffusion préférées afin d'être notifié lors d'une nouvelle parution. Suivez-nous sur Instagram. À très très vite. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvelo.com.